Bonjour et bienvenue sur French Fantasy. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview du Tour d'Italie 2024. C'est parti. Donc, le Giro qui débute ce samedi pour 3 semaines jusqu'au 26 mai. Et nous allons regarder le parcours, voir quelles étapes pourraient être décisives. Et ensuite, nous ferons un petit focus sur les favoris pour le classement général, les favoris pour le maillot de meilleur sprinter et les bonnes surprises potentielles. Et à la fin, je vous dévoilerai mon équipe sur le jeu Velo Games. Donc le Tour d'Italie qui, à la différence des années précédentes, offre un parcours peu montagneux cette année. On n'a pas la dernière semaine qui est extrêmement difficile avec que des épreuves, que des étapes très très escarpées. Et chose importante, deux chronos cette année, deux chronos individuels de 40 et 31 km je crois, ce qui amène à plus de 70 km de contre-la-montre, ce qui aura son importance. Je crois 8, il me semble qu'il y a environ 8 étapes plates ou quasiment plates pour les sprinters, ce qui veut dire qu'il y aura de très belles chances pour les sprinters du peloton pour essayer de gagner des étapes. Et c'est pour ça qu'on verra que le plateau de sprinter est très relevé cette année. Donc, sans plus attendre, on va commencer à regarder la première étape, puisqu'elle va être importante, une étape escarpée entre Veneria, Real et Torino, avec, vous pouvez le voir, deux belles difficultés en fin d'étape. Donc c'est une étape qui risque de favoriser les punchers et pourquoi pas notre ami Pogacar pour commencer et prendre le maillot rose dès la première étape. Et ensuite, vous voyez l'étape numéro 2. Étape numéro 2 qui arrive au sanctuaire de Di Europa, où je crois Pantani avait fait euh, un cavalier seul mémorable, une très belle étape, il y a très longtemps maintenant. Et en tout cas, voilà, première arrivée au sommet sur cette deuxième étape, donc raison de plus pour Pogacar pour potentiellement assommer la course. Donc les candidats à la victoire finale qui devront être tout de suite au rendez-vous, puisqu'après on va avoir quelques étapes un petit peu plus plates pour les sprinters. Troisième étape avec un final un petit peu accidenté. Étape 4 assez plate quand même dans l'ensemble. Étape 5 aussi, on va rester sur quelque chose d'assez plat. Étape 6 aussi. Étape 7, le premier chrono, voilà, d'un peu plus de 40 km entre Foligno et Perugia, avec une première partie extrêmement plane et dans la dernière partie, là sur à peu près 7 km, quelque chose d'un petit peu plus escarpé, donc qui pourrait convenir à des rouleurs grimpeurs. Et ensuite, on va attaquer à partir de la huitième étape, de vraiment des étapes un petit peu plus accidentées, avec l'arrivée au plateau di Tivo. Mais dans l'ensemble, c'est pas des étapes extrêmement difficiles. Étape 9, on sera à nouveau sur une étape de plat. Étape 10, qui arrive à Cusano, étape très 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 accidentée. Et avec notamment une ascension de, je crois, presque 18 km, c'est ça, à 5,7%, mais très très escarpé dans la dernière partie, autour des 8%. Donc là, il y aura de quoi faire des différences. Étape 11, étape de plat, pas grand chose à dire de plus, peut-être étape un peu de baroudeur. L'étape 12 est quand même assez escarpé à la fin, mais ça devrait. Voilà, je pense quand même que ça risque d'arriver en petit comité. Et la 13e étape, étape extrêmement plate. La 14e, c'est le chrono. Le deuxième chrono qui, lui, cette fois, est tout plat, donc qui pourra favoriser des rouleurs au gros cuisseau. L'étape 15 qui arrive à Livigno, là, on aura vraiment une étape très très dure avec un dénivelé positif très très important. Et là, c'est les hommes forts qui s'imposeront sur cette étape. Est-ce qu'une échappée au long cours peut partir? Pourquoi pas? Mais ça paraît quand même. Je pense que c'est quand même une étape pour les leaders. L'étape 16, elle, serait potentiellement plutôt pour des échappées, puisqu'on va avoir une première difficulté qui est le Stelvio en début d'étape, et ensuite une arrivée à Santa Cristina Val Gardena. L'étape 17, c'est peut-être une étape reine, voilà, avec le Passo Seia, le Passo Rolle et le Borconi, qui est escaladé deux fois. Passo del Borcone
deux fois. Donc c'est une étape assez courte finalement, 160 km, mais qui devrait faire mal, et avec je pense des échappées au long cours pour ceux qui auront perdu du temps en général. L'étape 18 c'est du plat également, donc rien à dire pour les sprinteurs. L'étape 19 peut-être plutôt pour les baroudeurs, effectivement, entre Mortegliano et Sappada. Étape courte, hein, encore une fois, 155 km. Et l'étape 20 avec le Bassano del Grappa et le Monte Grappa, bien sûr, qui sera escaladé deux fois. Étape très très dure pour terminer ce Giro. Est-ce que potentiellement Pogacar aura envie d'en claquer une dernière? Et la dernière étape, c'est une étape plate dans les rues de Rome. Donc finalement, si on regarde, on voit qu'il y a beaucoup d'occasions pour les sprinteurs. Les grimpeurs auront quand même de quoi s'illustrer, mais on voit que c'est, on va dire, les difficultés elles sont disséminées un petit peu dans le parcours, donc on n'a pas tout à la fin, on n'a pas une dernière semaine très dure et un début simple. Il faudra être en forme sur les 3 semaines. Et, euh, et voilà, donc c'est intéressant. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la start list et surtout aux favoris. On va aller regarder un petit peu dans le détail sur le jeu Velo Games que je vais vous présenter tout de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de fantasy sur les épreuves cyclistes où vous devez sélectionner 9 coureurs. 9 coureurs en fonction bien sûr d'un budget disponible et en fonction des résultats des joueurs, vous allez pouvoir marquer le plus de points. L'objectif étant bien sûr d'essayer de trouver des coureurs qui vont vous rapporter un maximum de points en limitant bien sûr le coût de ces coureurs, parce que vous ne pourrez pas avoir tous les meilleurs joueurs, tous les meilleurs coureurs du Tour d'Italie bien sûr, sinon ce serait trop simple. Donc comme d'habitude on va aller chercher les values, on va aller voir où est-ce qu'on peut dénicher des petites pépites. Donc on commence sans plus tarder par on commence sans plus tarder par les all-rounders, donc ceux qui vont jouer le classement général. Les all-rounders, donc on peut en sélectionner un dans cette catégorie-là. Si je ne dis pas de bêtises, non c'est deux, pardon, deux dans cette catégorie-là. Donc on va retrouver bien sûr Tadej Pogacar, le grand favori, qui pour moi devrait être le vainqueur incontesté de ce Giro. Sauf incident mécanique, sauf chute, sauf défaillance, mais je vois pas comment la victoire peut lui échapper. Il coûte très cher par contre. Il coûte très cher, 32 crédits. Il y a un budget je crois de 100 crédits au final, donc ça fait ça fait un tiers déjà de la masse salariale qui va partir dans un seul coureur. Donc, ce qui veut dire que si vous sélectionnez Pogacar, c'est que vous pensez qu'il va rouler sur la course et qu'il va aller chercher des points dans un ensemble d'étapes. Alors pour moi, ça paraît quand même une valeur sûre, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on peut aller chercher de la value ailleurs. Donc on va regarder ce qu'on a d'autre. Geraint Thomas, qui est pour moi le second favori, il a failli remporter le Giro l'année dernière. Et même s'il a l'air pas trop en forme, il arrive toujours à bien cibler ses pics de forme. Donc en plus, le parcours, l'avantage de chrono, des épreuves, on va dire des étapes montagneuses qui sont pas très difficiles. Donc je pense qu'à l'expérience, Geraint Thomas peut aller chercher une deuxième place ou en tout cas le podium. Mais voilà, 22 crédits, ça paraît quand même très très cher. Romain Bardet, 16 crédits, il est sur une forme incroyable, hein. Il vient de terminer deuxième de Liège-Bastogne-Liège. Il va être leader, il a de quoi faire de très belles choses sur ce Tour d'Italie. Malheureusement, je pense que les chronos vont trop l'handicaper, en tout cas pour aller chercher une deuxième place, voire même la troisième. Mais je le vois bien quand même terminer voilà, entre la troisième et la septième place par exemple. Je pense qu'il sera autour de la cinquième place, à n'en pas douter. Mais voilà, en tout cas, je pense pas partir sur ce coureur-là. Damiano Caruso, le vétéran qui a terminé déjà deuxième du Giro, quatrième l'année dernière, il fait pas de bruit. Il n'est pas très en forme, à vrai dire, mais pourquoi pas, 14 crédits, ça peut se tenter. On a son compère, mais qui est le leader de l'équipe Bahrain Victorious, Antonio Tiberi, le jeune italien, qui courra dans la catégorie du meilleur jeune également, donc ce qui peut avoir son importance. Très bon en chrono, bon en montagne, sur une très bonne dynamique, alors pourquoi pas 14 crédits. Timen Arensman, le coéquipier de Geraint Thomas, a 12 crédits, il a terminé je crois 6ème l'année 6ème si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, 6ème en 2023. Alors pourquoi pas, il fait pas beaucoup de bruit cette année, il est
je trouve moins en forme que l'année dernière. Mais bon, à 12 crédits, pourquoi pas, il roule bien. Donc ça peut être une bonne carte. Est-ce qu'il aura l'occasion de s'exprimer avec Geraint Thomas dans son équipe? C'est pas sûr. Eddie Dunbar, qui avait terminé, lui, je crois, à 7ème l'année dernière, qui est pas en forme. Pour moi, pas en forme du tout cette année. Donc même si ça avait été une bonne surprise l'année dernière, je pense que c'est très risqué de partir sur lui. Luc Plapp, pour moi, a encore beaucoup de choses à prouver avant de prétendre à un top 10 ou à un top 6, top 7. Maximilian Charman, pas trop d'informations sur son état de forme en ce moment et c'est pas vraiment un grimpeur. Tobias Foss sera un équipier pour moi. Maury Van Sevenant qui peut être une bonne pioche. Bon puncher. Attention sur la première étape. Est-ce qu'il va se concentrer sur le maillot rose? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, il est en très bonne forme. Il a été très impressionnant pendant les Ardennaises. Donc à 8 crédits, pourquoi pas. Et Félix Krochartner qui lui sera un capitaine de route pour Pogacar. Donc voilà. Difficile vraiment de sortir des coureurs vraiment très intéressants dans cette liste, mis à part Pogacar, mais qui coûte très cher. Ensuite, on a la catégorie des grimpeurs. Des grimpeurs, et on va pouvoir sélectionner une personne dans cette catégorie-là. Alors, on retrouve des coureurs qui seront là pour le général, hein, comme Ben O'Connor, qui surfe sur la très belle dynamique de Décathlon. Il a déjà fait 4ème du Tour de France, il est en très très bonne condition physique, il roule plutôt bien et il grimpe très bien. Donc ça peut être une très bonne pioche pour le podium. Hein. Je le vois vraiment aller chercher le top 5, voire peut-être même le top 3, top 2. 16 crédits, c'est assez cher quand même. Ensuite, on a Daniel Felipe Martinez de la Bora. 12 crédits, ça peut être intéressant, mais encore une fois, avec lui, le problème, c'est son état de forme et sa régularité. Il roule bien, il grimpe très très bien, mais sur 3 semaines, pour moi, je l'ai rarement vu tenir la distance. Donc, un pari risqué. Kian Uchtebruck de la Team Visma, le jeune qui va viser un top 10 selon ses dires. 12 crédits, il va concourir aussi pour le maillot du meilleur jeune. Mais pas une excellente forme en ce moment, donc encore une fois, c'est un pari risqué. On a Nairo Quintana à 10 crédits, mais pour moi est vraiment au crépuscule de sa carrière, donc pas très intéressant. Florian Lipovic, lui assez intéressant, il a fait un très bon Tour de Romandie, puisque je crois qu'il termine 2e ou 3e. Donc une belle inconnue, mais qui aura peut-être le rôle de leader. Et à 8 crédits, ça peut être intéressant. Michael Woods, il ira sans doute chercher une étape, je pense, et peut-être un top 10, top 12. Mais c'est un puncher, grimpeur qui arrive toujours à s'illustrer, même si je pense pas qu'il joue le général. Enel Rubio, il avait, je crois, gagné une étape l'année dernière. Pareil, je ne devrais pas jouer le général, plutôt des coups en montagne, voire le maillot de meilleur grimpeur. Julien Alaphilippe, on espère qu'il puisse essayer de remporter pourquoi pas la première étape qui est dans ses cordes. Sinon, clairement, pour moi, il va viser les étapes un peu vallonnées, voire moyenne montagne. Pourquoi pas aller chercher le maillot de meilleur grimpeur. Mais c'est difficile de savoir ce qu'il va faire. Yann Hirt, non. Filippo Zana, l'ancien champion d'Italie, qui pourrait aller chercher une victoire d'étape. Ce sera à mon avis son objectif. Michael Storer, pareil, je pense qu'il ira chercher des victoires d'étape. Maika sera au service de Pogacar. Pozzo Vivo commence à être un peu vieux. Les Education First n'ont pas montré grand chose. Juan Pedro Lopez qui sort quand même d'une victoire sur le Tour des Alpes, qui peut être une bonne pioche à seulement 6 crédits. Pourquoi pas? Même si bon, il roule pas bien, donc pour le général, ça risque d'être compliqué. Attila Valter qui devrait être au service de Kian Uchtebruck. Et Pellizzari qui pourrait être une très belle option, le jeune de la Bardiani, qui a fait un bon Tour des Alpes, je crois, et qui est un futur grand à mon avis. Ensuite, nous avons les sprinters. Les sprinters où pareil, on doit choisir une personne dans cette catégorie-là. Et là, vous voyez qu'on a de très très beaux lascars. Puisqu'on a Tim Merlier de la Soudal, 14 crédits, qui coûte assez cher, mais qui sera sans doute dans les avant-postes et qui, à mon avis, va au moins en claquer une. Olaf Koy, qui sera son grand rival. Pareil, 14 crédits pour le coureur de la Team Visma. Ça risque de se jouer entre ces deux pour le nombre de victoires, nombre maximum de victoires sur l'édition. Mais il ne faut pas oublier Jonathan Milan,
l'Italien de la Lidl Trek, qui est, je crois, le tenant du titre du maillot cyclamen de meilleur sprinter. Il coûte un peu moins cher, 12 crédits, et il a, je crois, un des meilleurs trains qui existe là avec la Lidl Trek, parce qu'il y aura du Stuyven et peut-être du Consoni, je crois, pour l'emmener. Donc gros objectif pour lui. Derrière, on a des coureurs un peu en perte de vitesse. Jacobsen, pour moi, il est en perte de vitesse. Caleb Ewan, c'est la même chose. Gaviria peut être intéressant à 8 crédits. Caden Groves est pas sur la même dynamique que l'année dernière, mais il aura encore une fois une équipe qui va essayer de l'emmener au maximum. 10 crédits. Phil Bowes, il sera dans le top 3, je pense, sur quelques étapes, mais je le vois pas forcément gagner. Danny Van Poppel se débrouillera tout seul, mais qui peut aller claquer quelques top 10. Binyam Girmay, intéressant, pour aller chercher le maillot cyclamen sur des étapes un petit peu plus accidentées. Et voilà, Gaviria, oui, peut être intéressant. Alberto Dainese qui a déjà remporté des étapes sur le Tour d'Italie. Et surtout Lorenz Pitti, le grimpeur, le sprinter. Le sprinter de la Groupama FDJ qui est sur un super début de saison. Il a terminé notamment 7ème de Paris-Roubaix. Un coureur exceptionnel et qui aura une équipe acquise à sa cause. Donc est-ce que c'est pas là la bonne pioche? Ethan Vernon aussi peut-être peut aller chercher de belles places. Voilà, c'est difficile de trouver. On a quand même 3 gros favoris sur les sprinters. Mais encore une fois, vous verrez qu'ils coûtent très cher. Et ensuite, les coureurs non classés où on va aller chercher deux coureurs. Donc, alors ça va de 8 à 4 crédits. Filippo Ganna peut aller chercher des victoires sur les 2 chronos et sur une des étapes vallonnées, pourquoi pas. Andrea Baggioli sur les étapes escarpées aussi va être intéressant. Christophe Laporte pour moi sera au service de Olaf Koy. J'y crois pas trop. Quinten Hermans, pourquoi pas, sur des étapes un peu escarpées. Les Astana. Les Astana peuvent être intéressants parce qu'ils vont aller chercher des victoires d'étape. Et je vois bien Fortunato et Simone Velasco, le champion d'Italie, essayer de s'illustrer parce que au général ça risque d'être compliqué. Peut-être que Fortunato jouera le général, mais à mon avis ils auraient plus d'intérêt à aller chercher des étapes. Donc si vous voulez tester, ça peut être une bonne pioche. De toute façon, la team Astana a besoin de choper des points, donc ils se lanceront dans des échappées, je pense. Voilà, sur la Bahreïn, pas grand chose à dire. La Bora, pas grand chose. Alors, j'aime beaucoup les frères Paré-Peintre qui sont qu'à 6 crédits et qui auront de quoi s'illustrer, je pense. La question est de savoir s'ils se mettront complètement au service de leur leader Ben O'Connor. Mais à mon avis, ils auront de quoi s'illustrer sur des étapes escarpées. Education First jouera aussi des coups, à mon avis, dans les étapes accidentées. Et pour ça, on a Simon Carr, qui est un très bon baroudeur et très bon grimpeur, qui vient de remporter une étape sur le Tour de Romandie, je crois, ou sur le Tour des Alpes, je ne sais plus, mais il vient de gagner une étape après une chevauchée en échappée. Ensuite, Magnus Sheffield peut être intéressant côté Ineos. Les deux Clark et Schultz iront dans des échappées pour la Israel Première Tech. Voilà, après Edward Tuns, peut-être. Est-ce qu'il aura carte blanche pour aller dans des échappées? Pourquoi pas. Will Barta, intéressant sur des chronos. Pelayo Sanchez aussi. Kevin Vermaak, j'aime beaucoup. Dans des étapes un petit peu escarpées, pareil, mais est-ce qu'il risque d'être au service de Romain Bardet? Peut-être la question. Alessandro De Marchi qui vient de gagner une étape aussi il n'y a pas longtemps, je crois. Alors est-ce que c'était sur le Tour de Romandie, pareil, qui est vieillissant, mais qui se lance toujours dans des petits raids solitaires, donc pourquoi pas. On a la Team Polti avec des coureurs intéressants, David Weiss et Matteo Fabro. Et moi j'aime beaucoup le petit Piganzoli, David et Piganzoli, qui est pareil, un jeune avec beaucoup de potentiel. Voilà, Matteo Trentin, un ancien de la Tudor qui peut être intéressant. Voilà, après c'est difficile. Ici c'est un petit peu le moment où vous allez chercher à trouver des petites pépites qui vont bah, étreiner le maillot et qui vont aller se lancer dans des coups avec pourquoi pas un peu de réussite.
Voilà, Marco Frigo qui avait remporté une étape, je crois, l'année dernière, qui peut être intéressant à seulement 4 crédits. Et voilà, Michael Hepburn peut être intéressant. Euh, et après, voilà, il peut y avoir des capitaines de route des grandes équipes. En tout cas, de ceux qui vont gagner, ils pourront ramener un certain nombre de points. Et voilà, ça c'était pour mon petit avis sur les favoris. Maintenant, je vais vous montrer ma sélection. Donc, on se retrouve pour mon équipe pour ce Giro, le Giro 2024 sur le site Velo Games. Je vais vous montrer et vous expliquer un petit peu les joueurs que j'ai choisis et pourquoi est-ce que je les ai choisis. Alors, on commence par, en tant que leader, bien sûr, Tadej Pogacar. 32 crédits, c'est très cher, mais pour moi, il est incontournable. Il va rouler sur ce Tour d'Italie, je vous le dis, et je le vois bien prendre le maillot rose, dès la deuxième étape. Potentiellement la première, mais il pourrait, voilà, je pense qu'il sera dans les 4-5 premiers à l'arrivée, mais potentiellement ne gagnera pas au sprint cette première étape. Mais en tout cas, dès la deuxième étape, il va taper du poing sur la table et il devrait prendre le maillot jusqu'à la fin. Et à mon avis, dès qu'il accélérera, il sera aux avant-postes et il n'y aura pas grand monde pour le suivre et pour le contrer. Donc Pogacar pour moi nécessaire. Il coûte très cher, donc vraiment est-ce qu'il vaut le coup? L'autre potentiel, c'est de ne pas partir sur lui et d'aller peut-être plutôt chercher un Geraint Thomas, et ce qui permettrait d'avoir quand même beaucoup plus de crédit à disposition. Donc c'est un peu l'interrogation que j'ai. Pour le moment, je partirai quand même sur cette compo-là. Mais à mon avis, il y a quand même quelque chose de bon à faire en partant peut-être sur Geraint Thomas, ce qui permettrait de garder 10 crédits pour aller chercher un petit peu plus dans les autres postes. Ensuite, dans les all-rounders, le deuxième pour moi, c'est Antonio Tiberi. C'est une question de value ici pour moi, c'est pas un des plus chers. Et surtout, je le vois vraiment faire un très très beau Giro. C'est le leader de la Bahreïn, il est en forme, il est italien, il est jeune, donc il est dans le classement du meilleur jeune et il roule bien. Donc je le vois être à la bagarre dès le début et s'accrocher et pourquoi pas aller chercher un bon top 5. Ensuite Ben O'Connor pour les grimpeurs, pour moi c'est vraiment largement le meilleur de ce groupe-là. Et à la différence de tous les autres, c'est que lui va vraiment viser le podium et je le vois vraiment être aux avant-postes du début à la fin. Donc Ben O'Connor, 16 crédits, c'est dans la team. Ensuite, le deuxième grimpeur, puis parce qu'il y en a deux, c'est vrai, dans cette catégorie-là. Alors pour moi, ce sera Juan Pedro Lopez. En forme, il grimpe bien. C'est le leader côté général montagne pour l'équipe Lidl Trek. Juste une interrogation, c'est son classement général parce qu'il va prendre un tir pendant les contre-la-montre. Mais je le vois bien aller chercher peut-être des étapes et se replacer au général au fur et à mesure de ses échappées. Donc pour moi, c'est une value et un très très bon coureur à suivre. Ensuite, au niveau des sprinteurs, je pars sur Laurens Pitti de l'équipe Groupama FDJ pour les raisons que je vous ai expliquées. Ça me paraît être une des meilleures values avec peut-être un Fernando Gaviria à 8 crédits. Et sinon, si vous avez les crédits, je vous conseille de prendre Jonathan Milan qui a 12 et pour moi la value ultime. Et ensuite, sinon, un des deux meilleurs sprinteurs du monde, sans doute, mis à part le coureur de la Alpecin, Philipsen, bien sûr, qui n'est pas présent. Ensuite, côté coureur à tout faire, Unclass Rider, j'ai choisi Aurélien Paré-Peintre qui est sur une très très belle forme et pareil que je vois pouvoir s'illustrer soit en allant chercher une victoire, soit en terminant peut-être dans le top 10. Il en a la possibilité, je pense. Et j'ai été chercher le jeune Davide Piganzoli, l'italien de la Polti, que je vois essayer d'accrocher un top 15, top 10 et essayer peut-être de prendre des coups en montagne. Voilà. Ensuite, vous avez droit à une wildcard qui peut être n'importe quelle personne dans n'importe quelle des catégories. Et j'ai été chercher un autre sprinter parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, au moins 8 étapes pour les sprinters. Donc ils auront de quoi s'illustrer. Et c'est pour ça que pour moi, Alberto Dainese, qui a déjà remporté une victoire, qui passe plutôt bien les bosses, je le vois être régulier dans ce classement. Et enfin, il restait 4 petits crédits et j'ai choisi Domen Novak, le lieutenant de Tadej Pogacar,
et donc qui pourra ramener des points par l'intermédiaire des victoires de son leader. Voilà, donc ça c'était mon équipe pour le Tour d'Italie 2024. Voilà, vous l'avez ici la team. Et ben n'hésitez pas à me dire en commentaire qui est-ce que vous pensez prendre et pourquoi. Est-ce que vous pensez qu'il faut prendre Pogacar d'ailleurs dans son équipe? Parce que pour moi c'est ça la grande question. Parce que si vous ne prenez pas Pogacar, vous allez avoir une structure complètement différente avec peut-être plutôt un Geraint Thomas et ensuite ça permettrait d'aller chercher les meilleurs sprinteurs, hein, sans doute Jonathan Milan et pourquoi pas d'autres grimpeurs, un Lipovic par exemple ou un Martinez peut-être. Voilà, c'était la preview du Tour d'Italie 2024. Vous êtes sur la chaîne French Fantasy et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à lâcher un petit like et puis on fera un petit débrief à la fin de ce Tour d'Italie. Allez, ciao!